Je suis accusé d'avoir assassiné mon père et ma belle-mère. Ensuite, j'ai été reconnu coupable et condamné à mort. Ils ne m'avaient jamais soutenu. La vie a sa façon de montrer différentes couleurs. Pendant de nombreuses années, elle a montré à Rashi sa teinte la plus sombre. Rashi, un homme d'origine asiatique, né et élevé à Nairobi, a passé 14 ans en prison. Les accusations portées contre lui étaient graves. Des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais Rashi est-il coupable? L'a-t-il vraiment fait? C'est ce que nous allons bientôt découvrir. Vous verrez aussi comment la vie en prison l'a complètement transformé. Écoutons maintenant l'histoire de Rashi, racontée par lui-même. Je m'appelle Rasesh Shah, mais tout le monde m'appelle Rashi. R-A-S-H-I. Je suis né et j'ai grandi à Nairobi. Puis j'ai passé quelques années à l'étranger pour mes études. Ensuite, je suis revenu et j'ai rejoint l'entreprise familiale. J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans. Mon père s'est remarié. J'ai eu une belle-mère. Mais bon, j'étais jeune quand il s'est remarié, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. But then again, I was young when he got remarried, so don't have that many memories. Going to Je me suis marié en 2007. L'un des mariages les plus courts de l'histoire. Nous avons été mariés pendant moins d'1 an à cause de mon incarcération, etc. Voilà. Ça fait partie de la vie. J'ai été arrêté pour meurtre en 2008. Vous avez dit meurtre? Vous avez bien entendu? Meurtre. Je suis accusé d'avoir tué mon père et ma belle-mère. Je n'étais pas en bons termes avec ma famille. Ils ne m'ont jamais soutenu. À cause de ça, j'avais beaucoup de choses non réglées liées au remariage de mon père. Beaucoup d'émotions refoulées que je gardais en moi. Tout cela a mené à cette situation. Mais une chose que nous, les humains, ne pouvons pas faire, c'est remonter le temps. J'aimerais pouvoir le faire, mais je pense avoir payé pour mon crime avec le temps que j'ai passé en prison. Où avez-vous été arrêté exactement? Et où avez-vous été emmené après votre arrestation? J'ai été arrêté chez moi, peu de temps après le crime. J'ai passé quelque temps en garde à vue, puis j'ai été inculpé. Souvenez-vous qu'en 2008, il n'y avait ni liberté sous caution, ni remise en liberté pour les personnes accusées de crimes capitaux. J'ai donc passé 1 an et demi en détention provisoire. Puis j'ai été condamné à mort. J'ai passé 8 ans dans le couloir de la mort, jusqu'à ce que ma peine soit commuée en prison à vie. Puis il y a eu une faille, enfin, pas vraiment une faille, mais un changement de loi temporaire sous le juge Muraga. J'ai été condamné à 20 ans de prison, ce qui équivalait à un peu plus de 13 ans. On sait que la prison peut être très dure. Comment l'avez-vous vécu? La prison n'est pas faite pour les âmes sensibles. J'ai eu de la chance d'avoir survécu tout ce temps, surtout en tant qu'Indien. Je ne connaissais pas les langues locales en entrant en prison. Mais heureusement, j'ai rencontré des gens qui m'ont compris et aidé. La plupart du Kiswahili que je connais, je l'ai appris en prison. Et comme on se mélangeait avec les locaux, rappelez-vous que la majorité des détenus sont illettrés. Même leur niveau de Kiswahili n'est pas aussi bon que celui de quelqu'un ayant atteint le niveau scolaire standard 4 ou 5. Alors ils ont fini par parler dans leurs dialectes locaux, comme le Kikuyu, le Kimeru, le Kiambu, le Kijaluo, peu importe. Donc tu finis par apprendre quelques mots ici et là. Et tout le temps que j'ai passé en prison, j'ai fini par apprendre à parler et comprendre différentes langues.
J'ai été harcelé au début. Quand j'étais en détention provisoire, dans la zone industrielle, oui, les officiers voulaient de l'argent, en fait, même à Kamiti, mais le seul vrai harcèlement que j'ai subi, c'était de la part des gardiens. Ils voyaient ma couleur de peau. En Kiswahili, je suis sûr que vous connaissez les termes comme Rangi, Yatao, Mzungu, etc. Ils pensaient que j'avais beaucoup d'argent, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, j'étais accusé d'un crime et que ma famille m'avait en quelque sorte abandonné. Et ensuite, pour survivre, parce que quand tu es en détention provisoire, tu ne penses jamais que tu seras condamné. Mais une fois que j'ai été condamné et que je suis arrivé à la prison de Kamiti, j'ai suivi le mouvement, l'arnaque, les escroqueries par téléphone. J'ai commencé à faire ça. Tu étais à l'aise avec le fait d'escroquer des gens pour de l'argent. Tu vois une personne le faire, puis une autre, et tu finis par te joindre à eux. Tu développes ta propre histoire. Tu la modifies, tu te façonnes, tu façonnes ton récit, tu ajustes tout en fonction des circonstances de la prison et de ce que tu vis. You mold your story, you mold everything around what circumstances are in prison or what you're going through. Commençons par le début. Je suis arrivé à Kamiti en décembre 2009. Au début, mais tu appelles tes amis, ta famille. La majorité sont prêts à t'aider un peu financièrement. Parce qu'en prison au Kenya, tu dois acheter ta nourriture toi-même. Ils t'aident pendant 3 ou 4 mois, mais ensuite, chaque semaine, ils doivent t'envoyer quelques milliers de shillings juste pour manger. Je fume des cigarettes depuis que j'ai 17 ou 18 ans. Au bout d'un moment, ils en ont assez. Au début, ils t'envoient 10 000, puis ça passe à 5 000, puis à 3 000. Et même s'ils ont l'argent, ils en ont marre qu'on les supplie tout le temps. Et tu dois comprendre ça. Un jour, j'étais assis dans ma cellule, j'avais mon propre téléphone ou un truc du genre, et un gars est venu vers moi et m'a demandé « Tu veux gagner un peu d'argent ?» J'ai dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse. Il m'a donné un script, un scénario à dire au téléphone, parce que j'avais un accent non kényan. Il voulait que je me fasse passer pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai parlé au téléphone ce jour-là, et j'ai gagné environ 100 000 shillings. Après ça, j'ai créé ma propre histoire. Je n'ai jamais utilisé les arnaques classiques du style « Bonjour, je vous appelle de Safaricom. Vous avez gagné quelque chose. » Je trouvais ça dépassé et pas rentable, parce que la majorité des Kenyans connaissent déjà cette arnaque. Alors j'ai inventé mon propre récit. Je me présentais comme un docteur travaillant dans le nord du Kenya. Je sais que c'était une arnaque, mais je suis curieux. Comment ça fonctionnait? Tu ciblais un type précis de personne ou juste n'importe qui? Mon public cible, c'était les gens riches. Bon, une fois, j'ai escroqué quelqu'un qui n'était pas très aisé. Et ce qu'elle m'a dit m'a vraiment réveillé la conscience. J'ai fini par lui rendre l'argent que je lui avais volé. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que je ne volerais plus quelqu'un si ce que je lui prenais pouvait réellement lui faire du mal. Je ne prendrais de l'argent qu'à des gens qui, même si tu leur prends 100 000 ou 1 million de shillings, ne ressentiront pas vraiment le manque. La personne à qui j'avais volé avait vraiment cru à mon histoire, que j'étais médecin. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, la manière dont tu te présentes, ta manière de parler, ton niveau de langage, ça change tout. Et c'est ce qui m'a aidé toutes ces années. J'ai volé des députés, des industriels indiens, des médecins, des avocats. Mais jamais quelqu'un qui disait « je suis fermier » ou « j'ai une petite échoppe » ou « je vends du maïs grillé sur le bord de la route ».
Quel a été le plus gros montant que tu aies extorqué dans une arnaque? I stole millions of shillings from J'ai volé des millions de shillings à un membre du Parlement. Tu commences par dire que tu as un souci, que tu viens à Nairobi. Tu sais que le trajet depuis le nord-ouest du Kenya jusqu'à Nairobi prend environ 2 jours. Used to be about 2 days then. Okay? Donc tu dis que tu es quelque part en chemin, genre à Marish, qui est à environ 400 km de Kakuma. Et tu dis que ta voiture est à court de carburant, qu'ils n'acceptent pas les cartes de crédit ou les devises étrangères, et que tu n'as pas de shillings kenyans. Tu commences par demander environ 15 000 shillings pour faire le plein. Ensuite, tu dis qu'il y a un problème avec la voiture. Mais ça dépend de la rapidité avec laquelle la personne envoie l'argent, de combien elle te croit. How fast someone is sending money, how much they believe you, so you edit the amount. Donc tu ajustes ton récit, tu modifies le montant, tu t'adaptes à la situation et à la personne que tu essaies de piéger. Si tu voles un député, tu lui dis que tu as été pris avec de l'or. Et vu à quel point les députés kenyans sont cupides, Greedy. Okay? tu leur dis que tu as besoin de 500 000 shillings pour faire libérer l'or. Et pour eux, donner 500 000, c'est rien. Je veux dire, ils donnent des milliards en dons à l'Église. Une autre arnaque que je faisais, je disais avoir été arrêté par la police et que j'avais besoin d'un endroit où dormir. L'idée, c'est de prétendre que tu as de l'argent, mais qu'il est soit bloqué sur ta carte bancaire, soit dans une devise étrangère, inutilisable là où tu es. Tu penses que c'était plus facile pour toi d'arnaquer des Asiatiques parce que ton accent t'avantageait? Je parle la même langue. Les Indiens sont les plus crédules. Si tu en attrapes un et qu'il croit à ton histoire, il peut te donner tout ce que tu veux. Surtout s'il est riche. Give you whatever you want, especially if it's a rich man. Je me mettais à parler comme une femme, parce que j'avais évidemment des photos d'une femme en détresse. Si quelqu'un ne me croyait pas, j'allais sur WhatsApp et je disais « Ok, je t'envoie une photo de moi avec ma voiture. » Peux-tu nous dire en détail comment tu arnaquais les gens? Quelle était ta méthode et ton approche? Tu leur parles intelligemment. Tu commences simplement par « Comment vas-tu » Tu te comportes comme une personne normale. Tu ne donnes pas l'impression que tu veux leur argent. Je pouvais discuter avec une victime potentielle pendant 1 ou 2 mois, juste en envoyant des messages, en disant bonjour. Parfois, je disparaissais. Je ne leur parlais pas pendant 2 ou 3 jours. Je coupais ma carte SIM. Et quand je revenais, je trouvais 100 messages de tous ces gars. Ce sont ceux-là que tu sais prêts à t'envoyer de l'argent. Quand tu seras dans la merde, Quelle était ta première phrase dans une tentative d'arnaque? je ne passais pas d'appel. J'envoyais un message très, très innocent. Je souhaitais un joyeux anniversaire à quelqu'un. Quelque chose de très banal qui arrive tous les jours. Et ensuite, je disais que j'étais un docteur du Royaume-Uni. Parce que je connais bien le Royaume-Uni, j'y ai vécu. Je peux parler avec un accent britannique si je le veux. Je disais, quelqu'un m'a donné ton numéro et m'a dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Tout ça, c'était du pipeau. Mais tu gagnes leur confiance. Je ne disais pas directement, mes conteneurs sont bloqués. Je dois passer par Western Union, blabla. Non. Si tu veux voler quelqu'un, il faut d'abord construire une relation. C'est pour ça que les Nigérians sont si bons dans les arnaques de type wash-wash, alors que les Kenyans sont encore en train d'apprendre. Les Nigérians savent que pour réussir, il faut jouer sur le long terme. Ils savent qu'ils doivent investir leur propre argent dans l'opération avant de pouvoir arnaquer quelqu'un. C'est ce que je faisais. J'investissais. J'arrivais même à faire croire à un homme riche que j'étais fortuné, moi aussi. Je l'appelais aux heures de pointe et je dépensais 400 à 500 shillings de crédit téléphonique. Donc même la personne en face se disait « Ok, cette personne a les moyens ».
Je me souviens qu'au début des années 2010, appeler avec Safaricom n'était pas donné. Il y a 10 ou 15 ans, c'était très cher. Tout ça, c'est juste une mise en scène pour que la personne voie en toi ce que tu veux qu'elle voie. Qu'est-ce que tu faisais de tout cet argent? Après le rejet de mon appel en 2012, j'ai perdu toute envie de vivre. J'arnaquais déjà, donc j'avais de l'argent. À cette époque, je fumais du cannabis et des cigarettes, peut-être du Mira, de la cocaïne ou de l'alcool, si j'en trouvais en prison. Mais en 2012, j'ai commencé à consommer de la cocaïne et de l'héroïne. Elles sont facilement disponibles, mais malheureusement pas bon marché en prison. Donc j'ai dépensé la majorité de l'argent que j'avais volé dans la drogue. Tu utilisais un téléphone en prison? Personne ne t'a jamais attrapé? C'est un secret de polichinelle. Certains gardiens te les font passer en douce, d'autres ne veulent pas que tu en aies. Mais à la fin, au Kenya, dans les institutions publiques, l'argent parle, le reste c'est du vent. Donc tu dois évidemment créer des relations avec les gardiens, avec les autres détenus. Et tu apprends à savoir, ok, celui-là accepte les pots de vin, celui-là non. Celui-là en prend mais en demande trop. Celui-là fait entrer des téléphones, celui-là des cigarettes, celui-là de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, peu importe. Donc à partir de ça, tu apprends beaucoup. Moi, par exemple, je pouvais regarder quelqu'un à 100 mètres et si je le connaissais, je savais ce qu'il avait en tête. Est-ce qu'il veut quelque chose de moi? Des conseils? De l'argent? Je ressens encore ça aujourd'hui. Comment dire? C'est un talent, même si ce n'est pas une bonne chose à avoir dehors. Mais il est toujours là. C'est comme quand tu montes dans un matatu, un minibus, d'ici jusqu'en ville. Au début, on me faisait payer presque le double. Les 4 ou 5 premières fois, si le prix était de 50 shillings, le receveur me disait 100. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi. Un jour, ma copine était là et j'allais la déposer en ville. Je lui ai dit « Demande combien ça coûte » et on lui a dit 50. Je n'aime pas qu'on profite de moi, et surtout pas à cause de ma couleur de peau. Mais ce n'est pas une bonne chose à avoir, surtout avec un handicap, parce que tu essayes de le cacher, et moi j'ai échoué. Que font les gens avec l'argent qu'ils gagnent en prison? La première semaine où j'étais là, quelqu'un m'a proposé 50 000 shillings pour coucher avec moi. J'étais naïf à l'époque, j'ai balayé ça d'un revers de main. Au final, on est devenus bons amis avec ce gars qui m'avait proposé ça. Mais je n'ai jamais touché à ce genre de truc. Mais chacun a un trou noir où il jette son argent. Certains couchent avec de jeunes garçons. Moi, c'était la drogue. D'autres ont des copines dehors, des concubines, peu importe comment tu les appelles. Ils dépensent leur argent pour elles. En prison, on appelait ça Dubaï, pas pour rien. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, mais si peu de choses à faire avec, alors tu finis par le gaspiller. Il y a comme un démon dans les prisons qui t'empêche de faire quelque chose de bien avec l'argent que tu as volé. Avais-tu un avocat pour te représenter? Tes proches ont-ils essayé de te sortir de là? J'ai eu un avocat jusqu'au procès en appel. Mais après ça, j'ai tout fait tout seul. J'avais obtenu mon diplôme en droit. Je regrette d'avoir eu un avocat. Si j'avais défendu ma cause moi-même, je n'aurais pas été condamné. Tu sais, quand on t'arrête, ce qui se passe de l'autre côté de la porte,
C'est juste des infos qui te sont rapportées. Tu ne vois rien, tu ne vois pas si mes chats dorment ou si quelqu'un de ta famille vient te dire « Oui, j'ai parlé à telle ou telle personne », mais tu n'étais pas là pour le voir. Donc tu prends juste leurs paroles. Et vu comment les choses se sont passées, je pense qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais c'est la vie. Les seules personnes qui resteront toujours à tes côtés dans la vie, c'est celles qui t'aiment et tes parents, personne d'autre. Maintenant que tu es sorti de prison, comment tu te sens? Es-tu rentré chez quelqu'un ou tu es resté chez toi? À Kamiti, je t'ai dit « Je suis fumeur ». À Kamiti principal, une cigarette coûtait entre 100 et 1000 shillings, une seule cigarette. Ici maintenant, presque 5 ans après ma sortie, elle coûte toujours 20 shillings. Au début, il y avait de l'excitation. La première semaine, l'adrénaline montait. Je voulais faire ci, je voulais manger ça, je voulais pas baiser, mais boire de l'alcool, chiquer du djaba, faire tout ce que je voulais. Mais après une semaine, 10 jours, la réalité m'a rattrapé. Ok, je dois trouver un boulot. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'as pas de certificat de bonne conduite. J'ai essayé la crypto pendant un moment. Ça a échoué. Ou alors, ce n'était même pas suffisant pour payer le loyer. J'ai laissé tomber. Récemment, après avoir sauvé mon chat, j'ai commencé à faire un peu de création de contenu. J'ai une grande sœur qui est médecin. C'est pour ça que, quand je faisais des arnaques là-bas, j'avais pas mal d'infos médicales que je ramassais dans mes conversations avec elle. Et puis, un autre truc qui m'aidait, c'était Google. Si quelqu'un disait « J'ai un diabète de type 2, je fais quoi ?» J'allais juste sur Google et je lui donnais la réponse d'un ton pro. J'ai rencontré des gens après ma sortie. Je ne leur ai pas dit que j'avais été en prison. Mais dès qu'ils l'ont su, je les ai perdus. C'était juste des gens d'ici. Mais ça fait partie de la vie. La seule personne qui est restée à mes côtés jusqu'au bout, c'est ma copine. Si vous avez l'occasion de rencontrer le président, Si je voyais le président aujourd'hui, je ne lui dirais pas « libérez les prisonniers » ou « donnez-leur de la meilleure nourriture » ou « ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça ». Non. S'il a un peu de bon sens, il devrait déjà le voir. tu es pas mal présent sur les réseaux, non? Tu veux nous en dire plus? J'ai juste lancé une chaîne YouTube. Il y a des vidéos sur le crime, l'humour et mes chats. J'ai commencé avec YouTube parce que je sais que c'est plus facile de monétiser. Une fois que je suis monétisé et que j'ai le Wi-Fi, je pourrai publier ailleurs aussi. Et comment tu gagnes de l'argent maintenant? La majorité de mon soutien, c'est ma copine. Comme je t'ai dit, je fais encore un peu de crypto. Mais c'est tellement instable, tu sais jamais quand l'argent va tomber. Soutenez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne. Contactez-moi et on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Laissez juste un commentaire du genre « Je veux aider » et on prendra les choses à partir de là. Il y a 2 choses que je veux dire. Premièrement, tu dis que tu as déjà été à Kamiti. Tu as entendu parler du bloc d'Étain, là où Chambly et Patni restaient. Donc tu sais qu'il y a un bloc à Kamiti réservé aux gens aisés. J'y suis resté environ 1 an et demi. J'ai tenté de me suicider après mon procès en appel, blablabla. Ce genre de conditions-là, c'est ce que tous les détenus devraient avoir. Manger correctement, faire du sport, etc. Je te partagerai les photos. Ceci est pour tous ceux qui pensent à commettre un crime. Si vous pouvez l'éviter, évitez. Ça peut vraiment foutre votre vie en l'air. Évitez.
Je ne dis pas que j'ai été un ange, mais j'ai appris. Et je parle ici par expérience et à partir de mes erreurs. Après avoir passé 14 ans en prison, Rachi n'avait nulle part où aller. Il a trouvé du réconfort dans une force supérieure. Aujourd'hui, il croit qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Dieu peut prendre son temps, mais si vous regardez cette vidéo et que vous voulez l'aider à retrouver foi en l'humanité, partagez cette vidéo au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire connaître l'histoire de Rachi au monde entier.